Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du samedi 19 novembre 2022. Dans les actualités de ce jour, grâce à la coopération entre la gendarmerie de Muramingue et la population, 15 kilos de béryl en provenance de Saratanan et qui devaient être envoyés illicitement vers Antananarive ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Aucun document autorisant le transport de ces pierres précieuses n'a été en possession des transporteurs. Les béryls ont été saisis par la gendarmerie nationale. Reportage de Tanz Naranji, notre correspondant à Muramingue. Des pierres précieuses pesant 15 kilos en provenance de Saratanan et qui devaient être envoyées illicitement vers la capitale ont été appréhendées par la gendarmerie de Muramingue du côté d'Impitabé, commune Imbuibar, sur la route nationale 44, le matin de jeudi 17 novembre dernier. C'est grâce à des informations émanant des personnes de bonne volonté que la gendarmerie a su l'existence de ces pierres précieuses. Après la fouille du véhicule qui le transportait, l'homme qui se dit propriétaire de ces béryls a été arrêté par les forces de l'ordre. Il n'avait pourtant aucun document stipulant cela, ni autorisation de transport selon le commandant de la gendarmerie de Muramingue. La gendarmerie est actuellement en pleine enquête et l'affaire sera directement présentée devant le tribunal. Ces pierres précieuses seront remises entre les mains des responsables des ressources minières, selon toujours les explications. La population d'Antomadine et ses environs vit dans l'insécurité totale actuellement. Les bandits font leurs méfaits de nuit comme de jour et l'on entend des appels à l'aide dans ce quartier à n'importe quelle heure. Des efforts ont été déjà fournis par les forces de l'ordre, mais cela ne suffit pas selon les habitants. Les détails avec Felenara Kotorsoul sur les images de Asnara Falzana Ari. Le quartier d'Antomadine à Cazumingue et leurs environs est devenu une zone rouge à cause des cambriolages et des vols à la tire actuellement. Au moins 3 personnes par jour sont victimes de vols à la tire et ce sont surtout ceux qui partent très tôt le matin et ceux qui rentrent tard le soir qui en sont les cibles des bandits armés, selon les témoignages des habitants de ces quartiers. Et par crainte de représailles, ces habitants témoignent devant notre caméra, le visage caché. Les habitants appellent ainsi au secours à l'endroit des forces de l'ordre et demandent à ce que le nombre de ces derniers soit augmenté, surtout ceux qui font les patrouilles, que ce soit le jour ou la nuit, afin d'éradiquer l'insécurité grandissante dans leur quartier. Toujours dans cette page fait divers, une mère de famille habitant un Banvat ou Somananjarn a été mise sous mandat de dépôt hier. Elle a été inculpée pour vente de stupéfiants. Elle a été arrêtée par les gendarmes de la brigade de Somananjarn jeudi dernier. Ces gendarmes ont été également saisis dans son domicile 22 emballages de cannabis pesant au total 500 grammes. La gendarmerie réitère qu'il est interdit par la loi de vendre et de consommer de la drogue dans le pays. Dans un tout autre sujet, à présent, l'équipe de la région Analamangue menée par le gouverneur est revenue au pays cet après-midi après avoir effectué un voyage à Maurice durant 4 jours. Team building, formation et renforcement de capacités, mais aussi partage d'expériences dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ont été la raison de leur voyage selon les explications dans ce reportage sur les images de Josica El Ranjaniri. Les frais de voyage de l'équipe du gouverneur de la région Analamangue à Maurice ont été à la charge personnelle du gouverneur. Les membres de l'équipe ont également apporté leur contribution selon les explications du gouverneur lors de leur arrivée à l'aéroport cet après-midi. Team building, formation, renforcement de capacités dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ont été la raison de leur voyage à l'île Maurice, d'après le gouverneur. Il a affirmé que c'était une promesse qu'il a faite à son staff il y a 3 ans de cela, quand il a pris ses fonctions de gouverneur. De plus, selon lui, son staff mérite amplement ce voyage car il travaille jour et nuit pour la réalisation de tous les projets de la région et ce voyage est une marque de reconnaissance. L'équipe de la région Analamangue, composée de directeurs, de chefs de service, ont constitué cette délégation. Selon la secrétaire générale, l'équipe a pu acquérir diverses connaissances durant ce voyage à Maurice, surtout en matière de culture de riz, par le biais des experts-chercheurs qui leur ont montré la technique de la culture de riz par SRI2. Une technique qui vise à planter le riz sur n'importe quelle surface, même du sable. Une technique qui peut être appliquée dans le pays, souligne Boularati Arval. Le voyage de l'équipe de la région Analamangue à Maurice a duré 4 jours.
Puisqu'on a parlé d'agriculture dans ce reportage, restons toujours dans ce cadre. La région Anos est victime de la malnutrition aiguë. Des solutions à long terme ont été proposées par l'État dans cette région afin que la population puisse se redresser et vivre indépendamment des aides. Ainsi, afin de poursuivre ses efforts, la distribution d'appuis agricoles pour les paysans a débuté jeudi dernier dans le district de Totolanyar. Fener Gotarsoul nous en dit plus. 840 paysans issus de 8 communes, à savoir Ankaramen, Manambar, Ifarans, Matalak, Impasnampon, Sonieran, Ranpis, Isakaïvunj, dans le district de Tolanyar, ont bénéficié d'appuis agricoles tels que des semences, des engrais, des herses, des charrues et des sarcleuses venant de l'État jeudi dernier. Ces aides ont pu être réalisées grâce à la collaboration des partenaires par le biais du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le but est que la population puisse être autonome alimentairement dans les 3 districts de la région Anos. Et pour que les efforts dans la lutte contre la malnutrition aient une continuité dans la région, le gouverneur de la région Anos demande à ce que les autres districts puissent bénéficier également de tels appuis agricoles dans les plus brefs délais. Tous les paysans dans les 23 régions de Madagascar vont bénéficier de cet appui agricole, d'après le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le but étant de réaliser le 9e Vélin du président de la République, qui est l'autosuffisance alimentaire. Et parmi les lacunes dans l'exercice des métiers de paramédicaux figure la peur de l'insécurité dans le milieu rural. Certains centres de santé sont loin des brigades de la gendarmerie nationale, sans parler du fait que les centres de santé manquent de matériel, selon les explications rapportées par Fandlessena Mireille et Yves Janel dans ce reportage. Une des raisons qui rend la recherche d'emploi difficile après avoir fini les études paramédicales est le manque de volonté pour travailler dans le milieu rural. L'autre difficulté réside dans l'insuffisance des matériels au sein des centres de santé. Quoi qu'il en soit, l'insécurité reste le principal blocage pour les agents paramédicaux, raison pour laquelle ils optent de ne pas travailler dans le milieu rural. Ils en appellent ainsi aux responsables afin de trouver des solutions pour que tout un chacun puisse bénéficier de services de santé où qu'il soit. L'appui aux personnes vulnérables et aux personnes en précarité se fait à travers la possession des infrastructures pérennes afin d'apporter du développement selon l'association des femmes qui s'engagent dans les actions sociales. Aujourd'hui, cette association aide les personnes vulnérables à travers la collecte de fonds par le biais de divers événements. Pour cette année, l'association prévoit de réhabiliter l'école primaire publique d'Amboutsmilk dans le district d'Amboujachim. Pour ce faire, l'association de ces femmes ont tenu une exposition aujourd'hui. Dans les actualités internationales, après 2 reports successifs, le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF se tient ce week-end à Djerba en Tunisie en présence d'une trentaine de dirigeants. L'organisation, qui doit faire face à un recul progressif du français, doit aussi échanger sur des sujets plus brûlants comme la guerre en Ukraine. France 24 nous en dit plus. Il se porte plutôt bien, selon les déclarations de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui a aussi déclaré que malgré le budget modeste de l'organisation, elle pouvait donner sa plus-value et peser dans la résolution de certains problèmes mondiaux. Alors en effet, c'est dans un contexte assez tendu sur le plan international que démarre ce sommet. Beaucoup de sujets vont être abordés, notamment la guerre en Ukraine, qui doit faire l'objet de discussions entre les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Les pays francophones et notamment les pays africains sont très dépendants sur le plan de leur sécurité alimentaire des importations de blé et des céréales depuis l'Ukraine et la Russie. Près de 25 pays d'Afrique importent plus du tiers de leurs besoins en blé et en céréales de ces 2 pays. Et puis le grand thème de ce sommet sera surtout le numérique, la fracture numérique dans certains pays d'Afrique, mais aussi l'accès à des connexions dans des zones enclavées. Beaucoup de chefs d'État vont discuter de cette thématique lors de cette première journée. Alors c'est vrai que le président, comme vous l'avez dit, va s'entretenir d'ici midi avec le président de la République tunisienne pour discuter surtout d'accords bilatéraux, un accord sur l'apprentissage du français qui est en régression en Tunisie, selon les chiffres officiels. Près de 70% des bacheliers tunisiens n'obtiennent pas la moyenne à l'épreuve de français lors du baccalauréat. Et le problème, selon l'Institut français, n'est pas une question de quantité,
puisque lors de son parcours scolaire, un étudiant tunisien peut avoir jusqu'à 2000 heures d'enseignement en français, mais plutôt la qualité. Donc un premier accord va être signé autour de cette question. Et puis il y aura aussi la question économique, puisque la Tunisie fait face à une crise sans précédent. Elle est en train de finaliser un accord avec le FMI d'un prêt de 1,9 milliard de dollars sur 4 ans. Donc ce sera certainement aussi l'objet des discussions entre le président français et le président tunisien. Le retrait de Nancy Pelosi de la direction démocrate à la Chambre des représentants ouvre la voie à de nouveaux visages, laissant un héritage très fort derrière elle. Parmi eux, l'élu modéré de New York, Hakeem Jeffrey, 52 ans, bien placé pour lui succéder. Décryptage de France 24. Sans surprise, c'est le républicain Kevin McCarthy qui officiera bientôt comme speaker de la Chambre des représentants avec un programme attendu. Lui aussi, on l'a effleuré à l'instant et conformément aux enjeux classiques de la vie politique américaine au Congrès. En tout cas, il faut s'attendre à ce que les républicains mettent tout en œuvre pour compliquer la tâche tout simplement de l'administration Biden pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat du président. La liste des investigations qui pourront être menées dans le cadre de commissions d'enquête parlementaire par la nouvelle majorité à la Chambre est déjà connue. Parmi celles qui inquiètent le camp du président, il y a l'affaire Hunter Biden qui est déterré ou qu'il le sera bientôt, globalement passé sous silence depuis la victoire de Joe Biden en 2020. Cela avait été un sujet durant la campagne présidentielle, on s'en souvient. Il est concrètement reproché au fils du président d'avoir utilisé son nom pour faire des affaires en Ukraine et en Chine. Le retrait cataclysmique d'Afghanistan est également un sujet brûlant et concerne cette fois beaucoup plus directement le président qui, il est vrai, était à la manœuvre pour l'un des épisodes les plus humiliants qu'a connu l'Amérique ces dernières décennies. La gestion de la pandémie de Covid-19 reviendra également sur le tapis, ainsi que les dépenses publiques jugées pharaoniques par les républicains. On l'a dit, c'est le jeu et on se souvient qu'en leur temps, les démocrates avaient largement su le pratiquer, y compris dans des dossiers lourds comme la commission du 6 janvier par exemple. Libérée depuis une semaine, la ville de Kherson tente de se remettre sur pied peu à peu, outre la reconstruction des infrastructures et l'acheminement de l'aide humanitaire. Une mission d'importance est également en cours, documenter et monter des dossiers sur la brutalité et les crimes de guerre présumés que les Russes sont accusés par les dirigeants d'avoir commis pendant l'occupation. Rejoins un décryptage de France 24. Dans ces territoires libérés, la joie s'affiche sur les visages. Mais derrière les sourires se cache une réalité plus sombre, celle des crimes commis par les troupes russes durant l'occupation commencée en mars. Dans ce bois, 17 civils de la défense territoriale ont perdu la vie face aux tanks russes. Leurs cadavres ont été abandonnés là pendant 3 jours. Je suis sorti, j'ai vu les tanks et les véhicules blindés, et tous les gars étaient morts. Ils n'avaient pas d'armes automatiques. Juste des cocktails Molotov. Ils sont allés au combat avec rien de plus que ça. Pour les autorités ukrainiennes, il s'agit bien d'un crime de guerre. À cette époque, dans la défense territoriale se trouvaient des civils qui ne faisaient pas partie des forces armées de l'Ukraine. En réalité, c'était juste des civils ordinaires de notre ville. L'Ukraine veut attirer l'attention du monde entier sur ces événements en ouvrant un accès encadré à la presse. La police nous a escortés dans un centre de détention où des civils et des soldats se faisaient torturer. Ils criaient toutes les nuits. Quand je m'en souviens, j'ai peur, même maintenant. Des conditions de détention terribles. Cet ancien prisonnier nous raconte. Ils ont mis des câbles électriques sur nos oreilles. Et le courant passait par nos têtes. Ils ont mis ces câbles sur nos pénis, nos doigts. Parfois, on peut s'habituer à un type de torture, mais ces animaux ont toujours inventé de nouveaux types de techniques. Les habitants parlent de corps entassés dans des véhicules de ramassage des ordures. Certains survivants ont été embarqués par les forces russes après leur retrait. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Plus que jamais, l'Ukraine espère un soutien.
Nous espérons que nos partenaires internationaux nous aideront dans les tribunaux internationaux à inculper non seulement les commandants supérieurs et les généraux de la Fédération de Russie, mais chaque soldat et citoyen russe qui est coupable de crimes de guerre contre les Ukrainiens. Tout au long de la guerre, Moscou a toujours nié les accusations de mauvais traitements infligés aux civils ou aux soldats. La Russie accuse l'Ukraine de mettre en scène ces événements. Pourtant, du côté de Kherson, les preuves continuent de s'accumuler. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programmes sur Viva et bonne soirée à tous.